Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Si jamais vous voulez vous asseoir pour finir de remplir les chaises, n'hésitez pas, on a tous nos bénévoles qui n'osent pas prendre les chaises. Nous vous accueillons ce soir, donc le Festival Femmes en Montagne, pour une table ronde qui a pour intitulé La pratique de la montagne par les femmes vers plus de mixité dans les sports de montagne. Et nous avons la chance d'avoir ce soir 4 intervenantes de qualité. Ces 4 intervenantes vont déjà commencer dans un premier temps par se présenter, pour que vous sachiez d'où elles vous parlent. Et ensuite, on aura une présentation de la part d'Alix sur justement la tournée scolaire qui a été faite. On est allé dans les établissements scolaires de la région Rhône-Alpes, principalement dans le cadre du Festival Femmes en Montagne, pour présenter les films du festival. Et c'était fait en partenariat avec l'Université de Lyon 1, où ce sera beaucoup mieux expliqué par Alix que par moi, où une étude était menée afin de voir quel pouvait être l'impact de cette tournée auprès du public scolaire. Maude, vu que tu es la première là, je te propose de te présenter au public et on fera le tour comme cela. Du coup, Maude, moi je suis guide de haute montagne depuis 2 ans. Je suis investie auprès de l'association Lead the Climb où on organise pas mal de stages de formation en non-mixité, du coup, pour encourager les femmes à prendre le lead et à devenir autonomes dans leur pratique de la montagne. J'ai également fini une thèse en STAPS, du coup en sciences techniques des activités physiques et sportives, pas tout à fait en lien avec la féminisation ou le genre, mais en lien avec l'accidentologie et le rapport au risque des pratiquants en alpinisme et en ski de randonnée. Voilà. Cécile Otogali-Mazzacavallo. Alors moi je suis universitaire, je suis historienne à l'Université Lyon 1. J'ai fait mon doctorat sur l'histoire des femmes alpinistes et j'ai travaillé encore il y a 20 ans et j'ai travaillé encore un petit peu après sur l'histoire des femmes alpinistes. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Mais je suis aussi responsable d'un tout nouveau master à l'Université Lyon 1 qui articule les études de genre et les sciences du sport, qui est le master EGALAPS, égalité dans et par les activités sportives, où on prépare et on forme des étudiants aux questions d'égalité dans et par le sport. Et Alix est donc l'une des ex-étudiantes de ce master, et donc dans le cadre d'un partenariat avec, on n'est pas que des collants et le festival, on avait monté donc un projet de recherche et j'ai coordonné ce travail auquel Alix a participé et qu'elle vous présentera. Du coup, Alix Parfait, moi j'ai fait le master EGALAPS. Cette année, j'ai commencé une thèse qui n'a rien à voir avec la montagne, vu que moi de base, j'ai rien à voir avec la montagne non plus. J'ai commencé une thèse sur le leadership à la Fédération française de boxe. Et comme l'a dit Cécile, j'ai été un peu embarquée dans le projet. Et du coup, ça m'a permis de côtoyer un peu plus la montagne, on va dire. Donc, Fabienne Gilonnier, donc j'enseigne en STAPS à Chambéry. Essentiellement dans des activités sport-nature. Je suis adjointe à la direction également et j'ai travaillé en recherche du coup, avec Cécile Otogali et le laboratoire de Lyon 1 sur la question de genre, en course d'orientation en particulier, dans les activités de glisse de montagne et auprès des entraîneurs de ski alpin aussi. Par ailleurs, j'ai été aussi à la vice-présidence de l'université en tant que chargée de mission égalité femmes-hommes pendant 10 ans pour essayer effectivement de déployer une activité et de renforcer les égalités de genre, de dénoncer les inégalités de genre, on va dire, au sein de notre université. Et puis je suis aussi monitrice de ski à l'occasion, lorsque le temps me reste. Voilà. Merci à toutes pour vos présentations. Nous allons donc donner la parole à Alix pour qu'elle nous fasse un résumé vulgarisé, bien entendu, de l'ensemble de l'étude scolaire. Du coup, moi, je vais vous présenter les résultats qu'on a eus après l'étude qu'on a fait du coup, auprès des scolaires. L'objectif de l'enquête, c'était de faire finalement un état des lieux sur les pratiques de montagne d'un public scolaire, du coup auprès de collégiens, collégiennes et de lycéens et lycéennes, et également de mesurer l'évolution de leur représentation à propos des femmes dans les sports de montagne, par rapport à leur pratique des sports de montagne, mais également leur connaissance et leur rapport à l'égalité femmes-hommes. Pour ça, on a mis en place plusieurs protocoles. On a fait passer des questionnaires pour mesurer l'évolution des représentations des élèves. On a fait passer des questionnaires avant qu'ils regardent les films et après visionnage des films,
pendant le visionnage des films, on est allé observer pour voir un peu, pour pouvoir analyser la réception des films avec Anne-Marie qui est là-bas. Et du coup, on a fait ça dans 33 classes de collège et de lycée de Savoie et de Haute-Savoie, comme on peut le voir là. C'est les points en rouge. Du coup, je vais commencer par vous présenter les résultats des questionnaires passés avant visionnage des films. Donc, concernant la pratique des sports de montagne des collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes, on a 71% des élèves qui nous ont déclaré pratiquer au moins un sport de montagne, principalement le ski alpin et l'escalade. L'escalade notamment parce qu'ils en pratiquent pour la plupart en cours de PS. Ils ont également déclaré le faire principalement en dehors d'un club et en loisir. Par exemple, il y a près de 90% des élèves qui pratiquaient en loisir. Ils pratiquent également surtout en famille et entre amis et en mixité, même si on peut voir là sur le graphique que les garçons se regroupent plus entre eux que les filles entre elles. Concernant leur connaissance des sports de montagne, on leur avait demandé de nous citer des noms de pratiquants et pratiquantes de haut niveau. Et 61% des pratiquants-pratiquantes cités, c'était des noms d'hommes. Et en plus, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas énormément de connaissances, puisque en moyenne, chaque élève avait donné moins d'un nom de pratiquants-pratiquantes de haut niveau. Et en général, les garçons plus que les filles. Concernant le visionnage de films ou de documentaires sur les sports de montagne, on en a 70% qui ont déclaré en regarder au moins une fois par an. Donc 44% qui déclaraient qu'une ou des femmes étaient personnages principaux, mais dès qu'on leur a demandé d'expliciter un petit peu plus en donnant le nom de cette femme ou ces femmes en personnage principal, il y en avait seulement 9% qui arrivaient à nous donner le nom de cette femme. Et concernant leur rapport à l'égalité femmes-hommes, on leur avait présenté différents stéréotypes de genre. Et au vu de leurs réponses, on s'est rendu compte qu'ils n'adhéraient pas à ces stéréotypes de genre. Et pourtant, 43% des collégiens et des collégiennes pensent que femmes et hommes sont à égalité dans les sports de montagne. Chez les lycéens, beaucoup moins, mais quand même 23% qui pensent qu'ils et elles sont à égalité. Donc on leur avait demandé de se justifier un petit peu pourquoi est-ce qu'ils pensaient que les femmes et les hommes dans les sports de montagne étaient ou non à égalité. On a pu regrouper les réponses en plusieurs catégories. Concernant les élèves qui pensent qu'il y a une égalité entre les femmes et les hommes, c'est principalement parce que pour eux, les femmes et les hommes sont similaires, puisqu'il y a une égalité de droit. Les réponses, la plupart du temps, c'était juste « car hommes et femmes sont à égalité », point, sans développer davantage. Ou que les sports de montagne étaient ouverts à tous et toutes, et donc il y avait une égalité d'accessibilité, puisque tout le monde peut faire le sport de son choix, et donc tout le monde peut faire des sports de montagne s'il et elle en ont envie. Et encore, les femmes peuvent avoir le même niveau que les hommes, par exemple parce qu'ils et elles ont le même mental. Et enfin, quand on veut, on peut. Donc oui, femmes et hommes sont à égalité. Concernant ceux et celles qui pensent qu'il y a une inégalité entre les femmes et les hommes, inégalité parce que d'après eux, les hommes sont plus forts que les femmes. En général, sont naturellement plus forts physiquement, comme on peut le voir dans l'exemple. Ou le fait qu'il y a une mise en avant et une médiatisation des femmes qui est beaucoup plus faible que celle des hommes. Ou que les modalités de pratique en femmes et hommes sont différentes. Par exemple, on nous a dit ils sont à une inégalité, vu qu'ils ne pratiquent pas ensemble, il y a des compétitions de femmes et des compétitions d'hommes, donc ils ne sont pas à égalité. Et enfin, le fait que les femmes étaient sous-estimées, moins reconnues, voire dénigrées. Donc, du coup, ces arguments ils témoignent de trois choses. Soit que les élèves ont une vision essentialisante des écarts entre les sexes, c'est-à-dire que les hommes sont naturellement plus forts que les femmes, et du coup, on ne peut rien faire puisque c'est naturel. Soit d'une vision constructiviste des écarts, par exemple à travers la sous-médiatisation, donc on construit cette inégalité. Et du coup, par rapport à ces deux visions, les moyens d'action et les formations à mettre en place ne sont pas de même nature. Tu veux un petit commentaire. C'est le fameux clivage culture-nature qu'on retrouve à travers les arguments mobilisés par les collégiens et les lycéens. On voit effectivement qu'il y a ceux qui finalement n'ont pas beaucoup de recul sur la construction sociale des corps et la construction sociale des performances, et donc qui considèrent que un corps est un corps et c'est naturel, et tous les hommes ayant un corps d'homme sont forcément tous plus forts. Donc il y a une pensée qui est simpliste, naturalisante, et qui englobe tous les hommes dans une même catégorie.
Et c'est ce type de pensée qui alimente beaucoup les inégalités. Et puis, il y a ceux qui ont conscience qu'effectivement, il y a une dynamique sociale qui vient se rajouter à cette dynamique corporelle qui est ce qu'elle est. Mais la dynamique sociale, elle fait que, eh bien, il y a des éléments de médiatisation, des éléments de socialisation scolaire ou de socialisation dans des clubs qui viennent renforcer des inégalités, qui viennent renforcer des écarts. Et puis, ces mêmes lycéens ont aussi tendance à faire exploser la catégorie homme, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que c'est tous les hommes qui sont plus forts, mais ils ont bien conscience que c'est parfois quelques hommes, mais pas tout le temps. Et or, dans le traitement médiatique et dans le traitement social, il y a cette globalisation qui se fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ces deux niveaux de prise de conscience chez les lycéens. Maintenant, on va passer aux résultats des observations qui ont été faites pendant les visionnages des films. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait deux grands types de réactions chez les élèves. Tout d'abord, ceux et celles qui prenaient conscience ou qui confirmaient ce qu'ils pensaient déjà sur l'existence d'une domination masculine, du coup, dans les sports de montagne, notamment via un déséquilibre des perceptions des capacités physiques des femmes et des hommes, donc à travers notamment la sous-estimation des capacités physiques des femmes et la minimisation de leurs exploits sportifs, mais également le fait que les stéréotypes pouvaient avoir un impact sur la confiance en soi des femmes et du coup de leurs pratiques sportives. Par exemple, il y a un élève pendant un petit entretien qui m'a dit en fait, je me rends compte que moi, parfois, je fais des remarques négatives aux filles dans les cours de PS, je me moque un peu d'elles quand elles n'y arrivent pas. Et en fait, je me rends compte à travers les films que c'est pas bien de faire ça parce que du coup, après, elles vont croire que c'est vrai et elles vont pas oser continuer à faire leur sport. Du coup, je vais arrêter. Et il y en a quelques-uns qui nous ont fait ce genre de remarques, ce qui est plutôt positif. Et du coup, enfin, par ceux qui se sont rendus compte que la moindre médiatisation des femmes dans le sport, c'était justement un exemple de la domination masculine et du coup qui avait une importance par rapport au rôle modèle, c'est-à-dire le fait de voir d'autres femmes faire des sports de montagne, ça peut aider certaines femmes à se mettre au sport de montagne ou à continuer. Et la deuxième catégorie de réaction d'élèves, du coup plus sous forme de résistance, à partir de propos qui valorisent le libre arbitre de chacun et de chacune. Donc on l'a vu avant, ceux qui disent quand on veut, on peut. Si les femmes elles ont envie de faire des sports de montagne, personne ne les empêche. Du coup, elles peuvent en faire et si elles n'en font pas, c'est de leur faute. Mais aussi des propos qui valorisaient le fait que l'égalité femmes-hommes, elle est déjà là. Ça, c'est ce qu'on a déjà pu voir dans les réponses avant. Finalement, quand on dit si elles ont envie de le faire, elles y vont. Les femmes, elles font autant de sports de montagne que les hommes. Du coup, il y a déjà une égalité. Mais aussi des propos qui valorisent les causes naturelles et biologiques des écarts entre les femmes et les hommes. Le fait que, oui, il y a des écarts parce que les hommes sont naturellement plus forts que les femmes. Mais aussi, on a eu droit à des comportements qui incarnaient la domination masculine, notamment pendant les débats avec certains élèves, souvent des garçons qui remettaient en question les performances des femmes qu'on avait vues à travers les films, ou alors l'appropriation de l'espace sonore. On leur donnait la parole pendant le débat et en fait, on s'est rendu compte que les garçons prenaient 2 fois plus la parole que les filles. Pas toujours pour dire des choses très intéressantes ou en lien avec le débat en tout cas, mais aussi à travers l'expression d'une certaine violence ou de provocation. À plusieurs reprises, on a des élèves qui ont provoqué la personne qui menait les débats, justement en remettant en question les performances ou ce qu'elle disait, ou ce qui était dit dans les films, par exemple. Un petit commentaire aussi, ça peut faire mal. Ce que nous disent ces élèves, c'est que ça peut faire mal de perturber en fait leur vision du monde très naturaliste, très ordonnée, autour de la binarité des sexes et d'une pensée catégorisante. Ça fait mal et du coup, quand ils ont mal, ils réagissent. En fait, c'est pas forcément mauvais signe. À court terme, c'est un peu déstabilisant, mais on se rend compte en fait que si on avait des approches plus longitudinales, on verrait que peut-être ces élèves qui ont réagi là, parce qu'ils avaient besoin peut-être de manifester quelque chose dans le groupe par rapport à d'autres garçons, ils avaient une place sans doute à garder, une réputation à conserver, on se rend compte quand même que certaines études montrent qu'il peut quand même y avoir un effet à long terme en fait, des films. Donc ça peut être à la fois quelque chose qui a pu un peu nous déstabiliser dans l'équipe, parce que voilà, on aurait préféré qu'il y ait plus de résultats positifs, mais en même temps, je crois que le festival, de toute façon, il fera son chemin dans leur pensée, même s'ils réagissent encore.
Du coup, on va passer aux résultats des questionnaires qu'on a fait passer du coup après visionnage des films. La toute première question qu'on leur posait à travers ce questionnaire, c'était de nous donner, qu'ils nous donnent leur avis par rapport au film et au débat qu'il y avait eu. Du coup, on a pu regrouper leurs avis en 6 catégories. Les premiers qui étaient des retours positifs et neutres, mais pas très développés. Par exemple, c'était bien, c'était cool. Ouais, exactement. Ensuite, il y avait ceux qui avaient un intérêt peu développé face au film, qui ont déclaré s'être ennuyés même devant les films, et surtout devant les débats. Ceux et celles qui disaient au contraire que ça leur avait donné envie de pratiquer des sports de montagne. Ceux qui avaient un intérêt par rapport à l'engagement des femmes dans leur pratique et qui du coup revenaient en général sur les performances qui étaient montrées à travers ces films. Ceux qui comparaient encore une fois les femmes et les hommes en utilisant les hommes comme référence à atteindre, en général en disant c'est très bien ce qu'on a vu dans les films, mais ça vaut quand même pas ce qu'on voit en général chez les garçons. Et enfin, une plus petite catégorie, c'était celles et ceux qui faisaient le lien avec ce qu'ils avaient pu vivre, eux et elles, en allant pratiquer en montagne. Du coup, on a quand même 35% des élèves qui nous ont déclaré du coup, que les films leur avaient donné envie de pratiquer des sports de montagne, principalement l'escalade, le ski et le snowboard. C'était les 3 pratiques les plus citées par les élèves. Après, c'est les pratiques qu'ils ont pu voir à travers les films, ce qui a sûrement joué. Concernant leur intérêt pour le festival, on a 70% des élèves qui nous ont déclaré que le film Julia sur Julia Charnoudi était leur film préféré. Désolée, j'ai un peu bégayé. On leur a également demandé les éléments qui les avaient les plus intéressés dans les films. Et sans grande surprise, ils nous ont dit à 56% ça a été cité 56% de fois que les paysages de montagne, c'était les éléments qui les avaient les plus intéressés, mais également à 54,5% les performances réalisées, quand même, heureusement. Il y a eu une petite différence entre les filles et les garçons. Les filles, elles ont cité à 48% que le fait que les héroïnes de ces films étaient des femmes, c'était un des éléments qui les avait le plus intéressés, alors que chez les garçons, c'était surtout le fait de voir des images de sport de montagne. On leur a également demandé du coup ce que ça leur avait procuré de voir ces films, et 36% nous ont déclaré que ça leur avait donné envie d'encourager les actions des femmes dans les sports de montagne. Seulement 37% nous ont déclaré qu'ils pensaient regarder à nouveau des films similaires, mais pourtant 72% des élèves ont déclaré vouloir voir davantage de femmes dans les films de sport de montagne. Donc ils n'ont pas forcément envie de regarder à nouveau des films similaires, mais ils ont envie de voir plus de femmes dedans. Et enfin, on est revenu sur leur rapport à l'égalité femmes-hommes. Et là, du coup, avant visionnage des films, on avait 35% d'élèves qui pensaient que femmes et hommes étaient à égalité. Et après visionnage des films, ils sont 41%. Du coup, ça a augmenté. Ouais. Donc en fait, les films sont venus renforcer l'idée que les femmes et les hommes, leur idée que les femmes et les hommes étaient à égalité dans les sports de montagne. Les films, malgré le fait d'une mise en avant des inégalités d'accès ou de pratique, ça n'a pas permis aux élèves d'objectiver ces inégalités. Parce que d'après nous, c'est le pouvoir de l'image qui a pris le dessus. Finalement, ils ont vu que les femmes pouvaient performer. Du coup, ils sont partis du principe que c'était le cas pour toutes les femmes et que même si elles avaient peut-être un peu eu du mal à arriver à ce niveau-là, en fait, comme elles avaient l'envie, tout le monde pouvait y arriver, quoi. Alors, c'est un résultat surprenant, on peut effectivement sans doute tirer un peu la limite de la façon dont le dispositif a été mis en place. Finalement, avec ces femmes performantes dans les films, on leur a donné à voir que c'était possible. Donc c'est super, ça veut dire qu'on a le festival et ces films ont œuvré pour donner des images positives, des figures modèles, effectivement, à ces jeunes gens et à ces jeunes filles. Mais peut-être que ça serait aussi intéressant qu'on ait des films qui parfois mettent plus en avant les difficultés pour parvenir à ces performances. Les inégalités toujours à l'œuvre pour arriver à exercer ces performances, de façon à ce que les jeunes voient aussi le parcours
Et nous, on sait, en tant qu'universitaires, que le parcours, il est laborieux, il est difficile et que seule une petite minorité de femmes arrive à s'en sortir. Donc il y a sans doute plus d'hétérogénéité à mettre dans ces films de façon à leur montrer que, ok, elles performent, c'est très bien, là l'objectif est atteint, mais que quand même c'est pas facile et que ça reste une très petite minorité qui arrive à s'en sortir comme ça. Du coup, à nouveau, on leur a demandé de justifier leurs réponses. Et on retrouve un peu les mêmes réponses, les mêmes catégories de réponses que dans les questionnaires avant visionnage des films. Pour ceux qui disaient que bah oui, femmes et hommes dans les sports de montagne sont égaux, bah, tout simplement parce qu'ils sont égaux. Par exemple, on est des humains avant tout, donc il n'y a aucune différence. Mais quand même, hein, l'homme reste la norme, hein, parce qu'une femme peut être autant performante qu'un homme, mais du coup, l'homme, là dans cet exemple, c'est la base, enfin, la norme à atteindre. Mais également que le niveau dépend d'autre chose que du sexe, par exemple avec l'entraînement, le fait qu'il faut juste pratiquer. Que femmes-hommes étaient égaux, mais qu'il y avait quand même des différences et des inégalités. Là, on retrouve les exemples de la médiatisation et des obstacles, mais qui visiblement ne sont pas suffisants pour dire qu'il y a une inégalité. Et enfin, bah, le fait que, comme on l'a dit juste avant, les films justifient que femmes et hommes sont à égalité. L'exemple là, c'est car ces films prouvent que les femmes ont leur place autant que les hommes en montagne. Et du coup, pour les élèves qui disaient qu'il y a une inégalité, le fait que les hommes sont plus médiatisés, que les exploits des femmes du coup sont dévalorisés, et enfin que les hommes sont de toute façon plus forts que les femmes. Du coup, il y a forcément une inégalité. Et ouais, tu veux dire ? Ouais, juste un petit mot là-dessus. En fait, si je schématise un peu, on a une population qui se divise en deux. Il y a ceux qui sont dans l'ombre, qui ne voient pas, qui n'ont pas construit les lunettes pour voir les difficultés, les inégalités entre les femmes et les hommes. Et du coup, ils confondent tout. Ils confondent les termes. Égalité, ils ne savent pas si ça veut dire similitude ou si ça veut dire égalité de droit. Ils ne savent plus trop, donc ils ont du mal à répondre. Différence, inégalité, ils ne conceptualisent pas en fait ces notions-là. Donc il y a vraiment un enjeu par rapport à ce type de public, leur donner à voir les difficultés comme j'ai dit tout à l'heure, leur donner à voir aussi des éléments de définition sur les termes. De quoi on parle quand on parle d'égalité ? Il ne s'agit pas de se ressembler, il ne s'agit pas d'être identique, il ne s'agit pas de tout faire de la même façon, dans les mêmes conditions, etc. Par contre, il s'agit d'avoir les mêmes droits. Et donc positionner le débat sur le plan politique, c'est vraiment important avec ce type de public. Et puis il y a ceux et celles qui ont déjà, en fait, par leur socialisation sans doute familiale, scolaire, sportive peut-être ou autre, qui ont déjà construit des éléments de prise de conscience en fait sur le poids du social dans la réussite des uns et des autres. Et pour terminer, on est allé un peu creuser sur les leviers du changement que ces élèves avaient identifiés. Il y en a 73% qui ont déclaré du coup que la médiatisation des pratiques et des compétitions des femmes était un levier de l'égalité. Et il y a une petite différence entre les filles et les garçons. Les filles ont principalement déclaré que la mixité, pour elles, était un levier de progrès, alors que les garçons ont plus mis l'accent sur le leadership, du coup, comme levier de progrès. Alors, mixité, médiatisation, il n'y a rien d'étonnant. Hein, on sait, je sais pas si vous savez, mais vous avez une petite idée du pourcentage de femmes qu'on voit à la télévision ? De femmes sportives, hein, dans les événements sportifs, quel est le pourcentage de sportives dans les médiatisations ? Donc, d'après le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Combien ? 21. Vous n'êtes pas loin. On est entre 15 et 20%, d'après le CSA, de représentation de sportives. Alors qu'il y a 38,3% de femmes licenciées dans le mouvement sportif français et qu'il y a autant de sportifs de haut niveau que de sportifs de haut niveau en France. Donc il n'y a pas de raison, hein, ce n'est pas une question de proportion, il n'y a pas de raison qu'on voit aussi peu de sportifs dans les médias. Et dans un journal comme l'Équipe, c'est plutôt autour de 10%. Donc c'est catastrophique. Et il faut vraiment qu'elles aient fait des super résultats pour arriver à avoir peut-être un petit encart en haut de la première page. Donc médiatisation, ça ne nous étonne pas, il y a vraiment un gros enjeu sur la médiatisation. Le festival tombe pile poil par
rapport à ça. Mixité, c'est un peu plus surprenant. On peut l'interpréter comme à la fois un monde de l'alpinisme ou de la montagne, de façon générale, qui est un monde quand même très masculin, avec un entre-soi masculin, et qu'effectivement, elles ont envie de plus de mixité pour arriver à faire un peu plus de choses. Mais pour autant, si on généralise un peu la question de la mixité, on sait que ce n'est pas l'égalité. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans le champ de l'école, et notamment de l'éducation physique et sportive, qui montrent que, bien sûr, la mixité en EPS, ça a été une étape nécessaire, avoir tous accès aux mêmes cours, aux mêmes profs, etc. Mais que dans un cours mixte, il peut y avoir des logiques de reproduction de domination masculine et de reproduction des stéréotypes. Si je suis dans un cours en mixité, mais qu'on me met toujours en seconde de cordée, enfin, un cours d'EPS en mixité, mais je suis toujours seconde, je suis toujours aidée par des garçons, etc., ça ne m'aide pas à prendre le leadership ou confiance en moi. Donc la mixité, ça peut être un piège. Ça peut être une bonne idée, comme ça peut être un piège, il faut absolument développer une mixité choisie. Et puis la question du leadership du côté des garçons, oui, ils voient bien en fait qu'ils sont privilégiés, qu'eux, ils l'ont, le leadership, et qu'il faudrait partager un peu. Après, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Alix, pour la présentation. Ce qui est intéressant aussi, que là, on n'a peut-être pas vu, c'est aussi une volonté dans cette étude de toucher tous les milieux sociaux en allant directement dans les établissements scolaires pour ne pas toucher que les gens qui étaient déjà intéressés par la montagne et des catégories socio-professionnelles que ça pouvait aussi induire. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est déjà un peu votre retour, peut-être à toutes les deux, Fabienne et Maude, sur les résultats de l'étude. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Qu'est-ce que vous retenez de cette présentation? Qu'est-ce que ça évoque un petit peu en vous? Vu que vous le découvrez un petit peu là, parce que Cécile et Alix, elles la connaissent bien, l'étude. Moi, j'aurais une remarque sur la mixité, puisque c'était le dernier mot de Cécile. La mixité, c'est mettre des gens ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met des gens ensemble? Il peut se passer des choses comme il peut ne rien se passer. Ce que disait Cécile. Donc, moi, mon étude que j'ai faite, c'est sur la course d'orientation. Donc, j'ai observé des élèves en cours de PS depuis la 6e jusqu'à l'université. Et effectivement, ça dépend vraiment de ce que l'enseignant va proposer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pense la mixité comme étant pas un état de fait, mais comme quelque chose qui va construire, lui, dans une coéducation. C'est-à-dire que les différences des uns vont devoir nourrir les déficiences ou les manques des autres. Et si les acteurs du milieu sportif ne pensent pas à un contenu spécifique en lien avec la présence de ces deux publics, ça va être contre-productif. Voilà, c'était la remarque que je voulais faire. Et on voit effectivement que dans les groupes montagnes, des fois, il y a des sections uniquement pour les filles, parce qu'à un moment donné, il y a une espèce d'émulation qui va porter ce groupe de filles plus que quand elles sont avec les garçons. Et finalement, je pense qu'il y aurait un travail collectif à faire en amont, de dire finalement, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se compléter, ils vont se nourrir, et que la façon, par exemple, en course d'orientation, l'apprentissage d'un garçon, de façon stéréotypique, on va dire à 80% des garçons, ils vont devoir partir seuls et vite, sans groupe. Les filles, elles ont besoin d'être rassurées en amont. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà progresser dans la forêt ensemble, découvrir les espaces, et après, elles vont aller vers l'autonomie et vers une pratique individuelle. Donc, il faut savoir frustrer un peu les garçons pour réussir à nourrir les filles, et après, lâcher la meute, on va dire, pour que tout le monde parte, mais nourrir des apprentissages du collectif. Voilà, donc là, c'est un exemple très pratique de dire finalement que cette mixité, elle ne va pas être de soi, mais il faut vraiment, elle doit être pensée. Bon, voilà, là-dessus, j'ai plein d'exemples, mais je vais laisser la parole à Maude. Voilà, on pourra en discuter si nécessaire. Mais du coup, tu veux dire qu'en fait, il y a une éducation presque à avoir des encadrants en groupe mixte? Oui. Des encadrants, parce que moi, je fais beaucoup le lien avec le fait de la formation en alpinisme et les guides, dans mon cas, qui vont encadrer des groupes jeunes ou moins jeunes, même plutôt jeunes adultes en alpinisme. Et j'ai donc j'encadre beaucoup des groupes non mixtes et des groupes de filles, et j'ai très souvent la question de la part notamment de jeunes guides hommes de mon âge, des copains, enfin vraiment des copains de promo, qui ne comprennent pas pourquoi on a besoin de pratiquer entre filles, et qui le perçoivent même comme une attaque personnelle, bien souvent, mais en fait, vous faites du sexisme à l'envers et de l'exclusion à l'envers, et qui le perçoivent comme on ne veut pas pratiquer avec les hommes.
Mais du coup, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et dans les faits, bien souvent, alors bien sûr, des encadrants, des guides hommes pourraient être très à même d'avoir cette sensibilité et donc de construire la mixité, comme tu le dis. Mais ça demande une vraie formation, un vrai travail. Certaines femmes n'y seraient peut-être pas capables non plus, mais... non, ouais, Mais dans le cas, en tout cas, de la pratique de l'alpinisme et des guides... Et puis identifier ce qui fait seul. levier ou ce qui fait pas levier. Par exemple, j'ai un autre exemple en ski alpin. Il y a les filles qui revenaient à la maison. C'est des copines qui m'ont raconté ça. Elles prenaient toujours un vieux pantalon noir. C'est tout bête, mais elles n'avaient pas le temps d'aller faire pipi. Donc elles faisaient pipi dans leur pantalon de ski. Voilà, des trucs comme ça, on ne peut pas y croire. Mais l'encadrant de ski, à un moment donné, s'il ne donne pas du temps pour les filles à aller aux toilettes, parce qu'avec leurs grosses chaussures de ski, descendre des escaliers, au semnose, remonter, ça prend du temps, et les filles, elles s'organisaient comme ça. Et c'était des choses qui semblent hallucinantes, et on dit, mais non, comment est-ce possible? Donc la mère, elle s'en est rendue compte en dialoguant avec sa fille, mais pourquoi tu veux toujours garder ce vieux pantalon? On ne comprend pas, et en échangeant avec les mamans du groupe, quoi. Et c'est des petites choses comme ça. Pareil, j'ai un copain qui était entraîneur du Kazakhstan. Il est arrivé là-bas, donc il a été 10 ans entraîneur en canoë au Kazakhstan. Il m'a dit, mais je suis arrivé là-bas, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Pour pouvoir entraîner des filles au Kazakhstan, c'est encore une autre aventure, quoi. On est encore sur un autre champ culturel où on n'a pas d'outils et il dit pendant une semaine, pendant leur règle, des filles elles venaient pas en entraînement parce que effectivement là-bas il n'y a pas possibilité de mettre ni tampons ni chop, donc les filles une fois qu'elles sont indisposées elles viennent pas s'entraîner, quoi. Donc voilà, on va pousser l'extrême le truc, mais sur des faits autant techniques que biologiques ou physiologiques, on voit qu'il y a des choses à prendre en compte et il faut réfléchir, quoi, dans l'interaction avec les gens qui vont être amenés à interagir, quoi. Pour éviter l'écueil de dire on met les garçons d'un côté et les filles de l'autre, quoi. Ce serait dommage. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que dans la formation, la non-mixité peut être soit un passage obligé, soit une marche qui permettrait de tendre vers plus de mixité? On parlait des formateurs, vous avez parlé de former les formateurs, mais vu que ce n'est pas forcément possible, c'est un long processus, s'ils sont déjà sortis de formation, il faudrait reprendre du départ. Est-ce qu'actuellement, c'est une solution qui peut vous paraître, dans certains cas, pérenne ou la meilleure en votre possession? Quel est votre avis un peu sur ce sujet du passage par la non-mixité pour aller vers la mixité? Je pense que la non-mixité, elle est encore nécessaire actuellement. Moi, vraiment, je parle en alpinisme, mais elle est encore nécessaire actuellement parce que, en fait, on s'en rend compte quand on va encadrer ces groupes de filles. Il y a énormément de femmes guides qui affirmeraient qu'il n'y en a pas besoin. Si elles sont arrivées là, pourquoi, quoi? C'est un peu tout le monde peut, personne n'interdit aux femmes d'y aller. Et les hommes, pareil, j'ai eu affaire à des collègues qui ont encadré des groupes de femmes en montagne, femmes et hommes, et qui étaient très peu convaincus avant d'aller encadrer ces femmes en formation d'alpinisme, et qui sont revenus plus convaincus qu'il y en avait encore besoin. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a un manque de confiance, il y a un leadership qu'elles ne prennent pas, etc. Maintenant, donc il y en a besoin. Moi, je suis convaincue que cette non-mixité permet une prise de confiance et un plus grand accès à la pratique pour les femmes. Maintenant, est-ce que le passage entre la non-mixité et la mixité derrière va de soi? Je suis pas sûre, surtout par rapport à ce que tu viens de dire. Peut-être que la marche de repasser à la mixité et de repasser à une mixité construite avec un leadership à part égale et une... Est-ce que ces filles-là, quand elles retournent en groupe mixte, finalement, elles ne reviennent pas dans les mêmes positions? Tout à fait. Voilà. Donc, elle est utile, cette non-mixité, mais le passage, peut-être, il manque une marche à l'escalator, ouais. Ouais, c'est peut-être vraiment le système de la coéducation, c'est-à-dire que le garçon aussi va être éduqué à la mixité, finalement. Je pars en course d'orientation, si à un moment donné, j'impose pas à la fille d'être un maman guide et le garçon de se laisser guider quand ils sont en binôme, systématiquement, c'est le garçon qui va prendre la carte, voir dans un groupe de 2 garçons, il y en a un, il revient tout seul avec la carte, puis l'autre, il est tout seul, quoi. Ça, c'est pas un problème. Les filles, elles font jamais ça à 200%, quoi. Mais effectivement, apprendre à un moment donné à un garçon de dire, tu vas être guidé par une fille, on inverse le rôle, il intègre ça, il y trouve du plaisir, après il interagit autrement. C'est tout ça, finalement, qu'il faut de toute façon réinstaller en termes
modèle, quoi, finalement, de type d'interaction entre les individus. Voilà. Sur une perspective historique, on a connu le monde de la non-mixité. La non-mixité des métiers, la non-mixité des pratiques physiques et sportives, la non-mixité de l'enseignement scolaire. En gros, jusqu'aux années 70, 1970, en France, on est dans un monde qui organise la séparation des sexes. Les femmes ne travaillent pas au même endroit, elles n'ont pas les mêmes droits, elles ne sont pas scolarisées de la même façon, etc. Il ne faut pas oublier que la première bataille des mouvements féministes dans les années 60-70, ça a été justement de revendiquer la mixité, de revendiquer d'être ensemble pour arrêter d'être discriminés avec des contenus, métiers, pratiques ou scolaires différents. Donc, à ta question, Tania, est-ce que la mixité, c'est un élément, c'est une étape de l'égalité ? Oui. En tout cas, la seconde vague féministe des années 70 s'est battue pour. Le problème, c'est que dans les années 80, quand la mixité des métiers, la mixité de l'enseignement est arrivée, elle est arrivée avec un angle mort réflexif total, c'est-à-dire qu'on a juste mis en place cet ensemble, mais sans penser les rapports sociaux de sexe, sans penser les rapports de domination qui se jouent dans le groupe. On a mis en place cette mixité en se disant qu'il suffisait d'amener les femmes vers ce que les hommes faisaient déjà pour que c'est bon. Voilà, c'est ouvert. Dorénavant, Polytechnique, c'est ouvert. L'ENA, c'est ouvert. Et on pourrait multiplier les écoles et les métiers qui se sont ouverts aux femmes. Mais comme si, finalement, il suffisait d'ouvrir la porte. Or, si on ne change pas, fondamentalement, la façon dont sont socialisés les jeunes garçons, les jeunes femmes, là, désolé, je suis dans la catégorie, je suis dans le groupe de sexe. Bien sûr, ce n'est pas tous les garçons, ce n'est pas toutes les femmes. Mais si on ne change pas fondamentalement le fait que la classe des hommes, on lui apprend à avoir des privilèges et à être dominante et à avoir un certain nombre de comportements pour affirmer cette domination. Alix évoquait tout à l'heure, c'est la prise de l'espace sonore dans les réunions en mixité. Toutes les femmes le disent. Elles parlent 2 fois, 3 fois, enfin on pourrait sortir les chiffres, mais elles parlent beaucoup moins que les hommes parce que ils ont l'habitude, sens du leadership, etc. Ils vont y aller. Quand ça va commencer à castagner un peu, ils vont y aller. Les femmes vont s'effacer. Donc si on ne change pas, si on ne réfléchit pas pour ne pas m'éloigner sur ces modes de socialisation qui créent des dominations, la mixité ou non-mixité, c'est un faux problème en fait. La mixité ou la non-mixité, c'est qu'une modalité organisationnelle. Ce n'est pas un choix politique. Donc il faut penser la dimension politique qu'il y a en amont, c'est-à-dire les rapports sociaux de sexe. Après, c'était intéressant parce que tu parles d'ouverture de porte. Je vais donner la parole à Maud sur ce sujet-là. Tout le monde peut être guide, homme ou femme en tout cas. Et là-dessus, on est à 2% de femmes guides à peu près. Et encore, on parle de nombre de femmes guides qui ont eu le diplôme par rapport au nombre d'hommes qui exercent, je crois. C'est ça le chiffre exactement. Et est-ce que toi, on a tous entendu parler de cette promo, il y avait 6 femmes guides, donc justement, qui est sortie. Qu'en est-il maintenant des promos suivantes ? Est-ce qu'on voit arriver plus de femmes dans la formation et dans le diplôme de guide ? Quelle est ta vision, toi, du terrain et des promos qui sortent actuellement ? On a la sensation qu'il y a une augmentation. Maintenant, c'est tellement faible le pourcentage. On est à environ 35 femmes guides au total depuis Martine Roland. Quelle année ? 81. 81, 83 le guide, pardon. Ah voilà, 83, j'avais ça en tête. Voilà, donc au total depuis Martine Roland, au total d'hommes guides depuis toujours, j'en sais rien, mais en exercice d'hommes guides, c'est plutôt 1500 en moyenne. Voilà. Après... Bref, il faudra encore des millénaires. Est-ce que ça augmente ? Non. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de la création des équipes nationales d'alpinisme féminine, il y a une réelle augmentation. Donc les NAF de la FFME, à l'époque, il y a plein de types d'équipes féminines en alpinisme à différents niveaux. Mais à une période, les équipes nationales, qui sont censées être un peu plus dans l'élite, étaient mixtes, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait que des hommes. Mais les femmes pouvaient y aller, la porte était ouverte en effet. Et à un moment, ils ont créé une équipe féminine et ça, pour le coup, ça a fait une réelle différence. Et actuellement, on a fait les calculs l'autre fois, il me semble qu'il y a environ 70% des femmes guides qui sont passées par une équipe nationale.
En sachant que ça donne une facilitation quand on passe par l'ENAF, c'est ça, non? Oui, mais pas toutes. Et D'accord. ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà, ça n'a pas touché toutes les femmes guides qui ont été diplômées. Là, on voit bien que l'entre-soi féminin, à un moment donné, peut permettre effectivement de monter en compétence, mais aussi de monter en confiance et d'avoir une forme d'empowerment dans le groupe, parce qu'effectivement, il y en a quand même pas mal qui sont passés par ces équipes et qui sont passés au guide après. Et par contre, ce qu'on voit quand même souvent, alors il n'y a pas d'études faites là-dessus, mais c'est que la plupart des femmes qui vont à l'examen probatoire sont très préparées, un peu plus âgées que la moyenne d'âge des hommes. Et du coup, c'est ce côté de, comme elle donnait l'exemple en course d'orientation, etc., de j'y vais, c'est pas grave, j'essaye, qui est de manière générale plus présent chez les hommes que chez les femmes. Voilà. Ouais. Après, peut-être pour élargir peut-être le débat sur la question de la mixité et d'une mixité qui est donc politique, donc c'est un choix, quoi. Il y a dans le milieu sportif finalement l'exacerbation de la place du corps qui amène une complexité. C'est-à-dire que à partir du moment où on va installer la performance, on installe une autre vision politique que celle d'une coéducation et d'une complémentarité. Voilà. Et donc on a un modèle de performance qui va venir finalement être en interaction, mais de façon, on va dire, répulsive, ou peut-être ou pas, mais en tout cas qu'il faut aussi penser avec la question d'une visée politique, d'une coéducation. Et je pense, chez moniteur de ski, par exemple, puisque c'est plutôt mon champ d'expertise, on voit effectivement que l'idéal du corps mis en avant, valorisé, ça va être la performativité de l'homme dans l'ensemble des mémentos du ski alpin depuis les premières années de la création et des modèles technologiques, quoi, où les corps de femmes sont trop présents, même sur le memento de 2017, où on compte sur les doigts de la main le nombre de femmes représentées en tant que monitrices de ski. Sur les, je sais plus, j'avais compté 140 images qui sont à disposition dans l'ouvrage, quoi. On va avoir une dizaine de femmes présentes. Voilà, c'est pour ça que dans notre secteur d'activité, on va dire, on a en plus ces enjeux de corps qui vont venir complexifier la tâche de la mixité. Je pense justement que ce serait très intéressant, là, si on peut enchaîner sur le PowerPoint et la petite présentation, parce que Cécile, justement, a parlé de l'histoire de « On ouvre les portes ». Et dans le ski alpin, moi, j'ai découvert des choses en échangeant tout à l'heure que je ne savais pas du tout et que je pense que le public va apprendre sur un peu les diplômes professionnels dans le ski alpin au moment où ça s'est organisé. Je prends de cours pour le lancement du PowerPoint. Non, mais c'est un peu mon travail. Il a essentiellement porté sur effectivement ces femmes monitrices de ski, comment on arrive monitrice de ski dans le secteur d'activité, et comprendre historiquement quelles ont été les différentes étapes de l'inclusion de ces femmes dans ces milieux qui étaient exclusivement masculins au tout départ. Les premières femmes formées diplôme d'État, donc le diplôme le plus noble, se sont vues refuser l'école de ski de Chamonix, donc c'était Olga Chapaz. On lui a dit non, vous pouvez pas venir travailler en tant que monitrice de ski, même diplômée. Donc elle a été, on va dire, elle est partie travailler au Club Méditerranée à l'Alpe d'Huez, par exemple. Donc on avait une profession très unisexe au départ. Et là, on voit qu'aujourd'hui, 2018, carte professionnelle, donc ce qui valide, on va dire, institutionnellement la présence des moniteurs de ski dans leur école de ski, 23% de femmes, quoi. On est donc sur un effectif, finalement, un pourcentage de femmes assez faible, paradoxalement, alors qu'on a l'impression qu'on est à égalité des présences de femmes et d'hommes dans les écoles de ski. La carte professionnelle de la Savoie. Si on va voir un peu plus loin, là, il y a 26 diplômes au total, depuis les années 40, 50, qui ont permis aux hommes et aux femmes d'être titulaires d'un diplôme sur les espaces de ski alpin. 26 diplômes au total. Donc là, j'avais l'ensemble des cartes syndicales en fonction des années, par décennie. Et donc, ça donne à peu près ça en termes de courbe. On a donc une proportion de femmes qui va arriver à 25% de femmes, voilà, un peu moins. Et puis, on a de l'autre côté la présence des femmes dans certains territoires et pas d'autres. Bon, chez les moniteurs de ski, rien d'exceptionnel. On pense bien que dans le Hauts-de-France, il n'y a pas de ski. Mais voilà. Mais on voit qu'effectivement... Sur les terrils. Sur les terrils, voilà. Donc, des femmes en présence, mais pas tant que ça, finalement.
C'est assez étonnant. Voilà. Une autre remarque aussi qu'on peut faire, c'est que brevet d'état de ski alpin option enfant, possession de la carte syndicale, c'est un diplôme qui est apparu de 1976 à 1982, essentiellement des femmes. Donc 1160 femmes titularisées de ce diplôme en 85, 310 hommes qui donc présentent œuvrent avec ce diplôme-là. Deuxième type de remarque, un brevet d'état de ski alpin deuxième degré, donc entraîneur, essentiellement que des hommes qui sont titulaires de ce diplôme. Donc on voit que dans ce milieu-là, qui semble complètement neutre, on va dire libéré de toute charge, puisque effectivement un métier tout neuf, on a déjà très vite, très rapidement s'installent des formes de discrimination horizontale. Voilà. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on en arrive là et pourquoi effectivement dans ce secteur d'activité, de loisirs, où hommes et femmes arrivent à égalité des statuts, puisque on sait que c'est la classe bourgeoise qui, la première, va occuper les espaces de ski, ils vont venir en famille, dans les premiers hôtels, et là, on aura une pratique très partagée de la pratique du ski alpin, quoi. Ce qui n'est pas vrai dans les sports de grand terrain, le foot, le rugby, on a tout de suite un clivage entre hommes et femmes. Donc, je vais pas parler trop longtemps parce que je voudrais pas monopoliser la parole. Mais voilà. Donc, je vais venir un petit peu sur le corpus de tout ce qui m'a permis de travailler là-dessus. Donc, ça, c'est tous les listings de l'ENSA. Donc, vous voyez que jusqu'en 1971, les listings de l'ENSA, c'est un vieux carnet comme ça. C'est assez intéressant dans les archives. Et vu que toutes les archives ont été détruites, on n'a plus ce petit cahier qui permet de répertorier l'ensemble des gens qui ont été diplômés. Voilà, donc c'est à partir de cet outil-là que j'ai essentiellement travaillé. Puis après, il y a eu toutes les données chiffrées du syndicat national des moniteurs, les effectifs des cartes professionnelles à partir des années, en particulier en 2018, et puis des entretiens semi-directifs auprès de femmes monitrices de ski. Donc là, on a la toute première femme diplômée, Madame Thiolière, et puis Olga Chapaz, et puis Lucienne Schmitt, qui sont ici. Donc j'ai pu avoir des entretiens avec un certain nombre de femmes qui sont ici listées. Bon, voilà les mementos dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est l'outil qui va permettre au groupe professionnel du syndicat, disons, des moniteurs de ski, de commencer à s'installer en tant que professionnels. Parce qu'ils vont construire des rhétoriques, des techniques, des outils pour pouvoir, on va dire, protéger leur secteur d'activité. On sait qu'aujourd'hui, les gros enjeux, c'est effectivement la préservation des espaces professionnels. Alors, tout ça pour dire que dans cette évolution-là, on va avoir effectivement différentes périodes. Voilà, c'est là où je veux en venir, parce que c'est ça qui peut vous éclairer un petit peu. Un premier temps où la profession est unisexe, les femmes sont exclues. Un deuxième temps où petit à petit, on va y avoir une intégration progressive des femmes. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est sous quelle forme elles vont être intégrées, ces femmes. Et bien, elles vont être jardinières des neiges ou assistantes monitrices. C'est-à-dire que ça va être un métier de monitrice de ski minoré. Voilà. Et là, elles vont rentrer en masse dans le milieu. Il va falloir attendre les années à partir de 71 pour que là, il y ait plus de femmes, mais qui arrivent avec le même statut que les hommes. Voilà. À partir de là, elles vont avoir un vrai diplôme et elles vont être reconnues à la même, on va dire, ayant les mêmes compétences que les hommes. Et là, elles vont même aller plus loin, c'est-à-dire qu'elles vont aider le territoire de ces hommes à se développer en créant des jardins d'enfants et en innovant sur les méthodes pédagogiques. Donc là, elles vont amener vraiment une plus-value au secteur d'activité et elles vont permettre au secteur d'activité de s'enrichir aussi et de densifier sa clientèle. Voilà. Et à partir de 90, on va dire que là, les diplômes sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Et donc, on va avoir une mixité qui va s'installer avec, encore aujourd'hui, je parlais l'année dernière avec une fille qui était d'une école de ski, qui disait non, mais moi, je suis toujours au jardin d'enfants ou sur les classes avec les petits. Je n'ai pas accès aux cours compétition. Donc, on voit qu'en fonction des écoles de ski, donc là-dessus, ce n'est pas forcément partout, mais il y a encore des faits de discrimination. Voilà. Donc, on va dire que sur l'évolution de ce statut de femme qui intègre ces métiers, on voit effectivement que les choses n'ont pas été aussi simples que ça peut en avoir l'air aujourd'hui et qu'on a effectivement des temps forts, des temps faibles. Et puis, donc, ce qu'il faut voir surtout, c'est que, bon, à l'arrivée de tout ça, il y a un double phénomène. Hein, je vais vite parce que je ne veux pas monopoliser la parole, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, là, c'était simplement vous montrer que en 70, elles vont créer des nouveaux outils.
elles vont innover des produits avec des femmes qui sortent du lot, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont un peu hors normes, une Annie Famos, une Isabelle Mir. Elles vont accompagnées par des universitaires. Annie Famos par son frère qui va venir lui expérimenter des nouveaux process pédagogiques pour enseigner le ski par des sensations, plus par le modèle, etc. Donc eux, ils vont arriver, elles vont pouvoir innover avec des nouveaux concepts pédagogiques. Après, on va avoir l'exemple de Olga Chapas qui va installer son centre d'enfants à Chamonix. On va avoir à Val Thorens la création de l'Académie des Neiges avec les sœurs Goetschel. Puis après, petit à petit, ça va diffuser sur l'ensemble des secteurs d'activité ou dans toutes les écoles de ski. À partir des années 80, on va avoir des petits jardins d'enfants et des lieux spécifiques avec des matériaux particuliers pour pouvoir enseigner. Voilà. Donc elles ont vraiment amené ces outils-là, voire jusqu'à l'ENSA, où maintenant tous les moniteurs de ski sont formés à la pédagogie pour les plus jeunes qui commencent à partir de 2 ans et demi, voire 3 ans sur l'activité. Et puis la commercialisation de tous les badges et des médailles qui vont permettre de renflouer les caisses de l'école de ski. Voilà. Donc simplement, voilà, il y avait cette double axe qui était vrai jusque dans les années 80. Bon, les dernières femmes qui ont eu un diplôme de monitrice enfant, elles vont finir leur carrière là, parce qu'elles l'ont eu en 82, donc ça fait 40 ans de carrière. Elles sont à l'âge de la retraite, elles vont quitter le milieu. Et pour la plupart, elles ont un témoignage assez lourd, c'est-à-dire qu'elles ont finalement contribué beaucoup plus au fonctionnement du collectif, puisqu'elles étaient beaucoup plus retenues sur leur vacation, sur leurs heures, quoi. Elles redonnaient plus d'argent au collectif que les hommes titulaires d'un diplôme d'État type classique. Et puis après, phénomène de double peine, ça c'était surtout pendant un temps, j'ai eu des témoignages de femmes qui n'étaient pas premières au tableau, c'est-à-dire qu'elles arrivaient après les moniteurs permanents, après, elles arrivaient après en queue de peloton dans certaines écoles. Bon, avec toute la modération que je pourrais apporter à ce double clivage, mais on voit effectivement que l'arrivée des femmes dans le secteur, pour certaines, elles l'ont payé très cher, durablement, sur 40 ans de carrière, c'est 100 000, 150 000 euros à l'arrivée. Et puis, les femmes qui sont rentrées avec le même diplôme que les hommes, elles arrivent à égalité de statut aujourd'hui dans les écoles de ski, en sachant que les directrices d'écoles de ski, il y a peu de femmes. Au syndicat national des moniteurs de ski, dans le directoire, il y a peu de femmes, etc. On a encore, effectivement, des clivages assez marqués. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie de votre écoute. Moi, j'avais une question là-dessus parce que à une autre table ronde, Julia Vira, qui est également guide de haute montagne, disait qu'au niveau de la rémunération entre les femmes guides et les hommes guides, il y avait une différence. Vous êtes indépendant et elle avait exposé une théorie, je ne sais pas si tu la partages aussi, mais elle parlait du fait de ce qui est rare et cher et qu'en fait les femmes guides financièrement arrivaient à s'en sortir un petit peu mieux. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu vois? Est-ce que tu as un retour à faire sur ce sujet ou... Tout dépend si on fixe nos propres tarifs, sauf à travailler en compagnie des guides ou bureau des guides. Donc si on s'estime valoir plus et qu'on ose monter nos prix parce que c'est plus rare, pourquoi pas. Moi c'est pas le cas. Mais donc en tout cas il n'y a pas de... discrimination, ce serait dur à chiffrer s'il y avait une discrimination de salaire auprès des femmes guides, pas de fait. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a passé toutes ces étapes, finalement, je crois que c'est même Cécile un jour qui m'a dit oui, mais une fois que vous êtes arrivé au proba, en fait, c'est que vous avez déjà fait sauter pas mal de blocages. Donc, bien sûr que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de femmes guides qui comprennent pas forcément, ou de jeunes femmes guides, que pour certaines femmes, c'est compliqué de venir jusque-là. Parce qu'en fait, si elles en sont là, c'est qu'elles avaient peut-être moins de blocages que la moyenne. Mais une fois qu'on est rentré dans le milieu et qu'on est installé, c'est sûr qu'il y a un phénomène de rareté et que de plus en plus, avec tous les groupes féminins, avec plein de choses, on a peut-être, je ne sais pas si plus d'opportunités, mais des opportunités différentes que nos collègues au même niveau. Donc oui, on a peut-être plus de travail qui arrive. Ensuite, est-ce qu'on se vend plus cher? Je ne sais pas, ça je pense que ça dépend de chacun. Chacune. Voilà. Par contre, ça va être aussi des boulots différents. C'est des boulots différents. Ce qu'on accepte ce qu'on a envie d'aller vers ces groupes féminins.
Et puis quand on y va, par contre, moi ce que je ressens, c'est d'avoir le besoin de se justifier en permanence. D'accord. Quand même, de pourquoi on fait ça. Auprès de ses pairs Auprès de ses pairs. D'accord. Ouais. Toi, tu l'as remarqué à partir du moment où tu as commencé à encadrer les groupes féminins, tu as commencé à avoir plus en plus de remarques, comme tu disais tout à l'heure, où on te disait « mais pourquoi il y a ce besoin ?» Ouais, donc ça fait un poids aussi supplémentaire. Voilà, mais bon, après, on choisit de l'endosser ou pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est là, il y a tellement peu de femmes guides par rapport à la demande, finalement, qui seraient intéressées pour travailler, être encadrées par une femme guide, qu'on n'est pas à plaindre en termes de quantité de travail, non. Et tu parlais justement des femmes qui ont vaincu les freins pour aller au proba. Puis on a parlé tout à l'heure avec l'histoire, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, le fait que les garçons, des fois, ils viennent pour le proba, ils voient de la lumière, ils y vont, ils testent, et puis ils le passent plusieurs fois pour l'avoir. Les filles, souvent, elles sont un peu plus préparées. Mais est-ce qu'on pourrait parler peut-être un petit peu plus de ces freins ? C'est quelque chose que tu dois peut-être voir, toi, des fois, dans les groupes féminins, où tu as des filles qui ont peut-être le niveau de travailler pour aller au proba, qui te font peut-être part de freins qu'elles ont, ou même des amis que tu connais, qui auraient le niveau pour aller au proba et qui n'y vont pas. Quels sont un peu les freins que tu ressens, même si ce n'est pas forcément scientifique, mais dont on t'a pu te faire part ? Je pense que ça vient d'hyper loin. Mais ça, elles vont le confirmer. Mais les groupes féminins qu'on encadre, notamment Lead the Climb, la plupart du temps, c'est pas un public qui ira au proba, très peu. Je vais être un peu crue, mais c'est souvent trop tard. En tout cas, c'est trop tard dans la socialisation d'une femme. Il y a ça aussi, ça, pour le coup, moi, je l'ai vu dans les études, dans mon étude. Le créneau de pratique des femmes, il est plus court que celui des hommes. De la manière dont la société est organisée aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas changer, mais elles arrêtent à la période dès qu'elles ont des enfants et elles ne reprennent pas forcément, alors que les hommes, ils continuent plus tard, ils reprennent, etc. Du coup, le créneau de pratique, là où elles pourraient être performantes, il est plus court. Du coup, typiquement, Lead the Climb, on va plutôt avoir des 30, entre 25 et 40, qui ont déjà une situation professionnelle, etc. Et donc, c'est rare que... Et elles sont un niveau débutant plus, initiation, voilà. Donc, c'est rare que derrière, elles aillent au proba. Mais en fait, les freins, ils viennent de beaucoup plus tôt. Le fait qu'il y ait Lead the Climb, c'est plus de femmes en montagne, donc c'est plus de rôle modèle, donc c'est plus d'images de femmes, peut-être, pour des petites filles avant. Maintenant, de plus en plus, aux sélections de l'ENAF, il y a quelques semaines, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et donc des équipes nationales alpinisme, et il y avait des femmes hyper motivées et des hommes peu motivés. Donc je pense que quand elles ont le niveau, maintenant, elles se posent moins, peut-être... Enfin, il y en a qui ne se posent pas forcément de questions, mais les freins, ils sont en amont. Ouais, c'est ce qu'on connaît, quoi, de socialisation, d'identification, de non-identification. Et Voilà. est-ce que sur cette thématique, ça va être peut-être pour toutes les deux un côté terrain, un côté scientifique, mais l'importance du rôle modèle, c'est-à-dire est-ce que c'est important d'avoir de voir des figures d'identification ? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que toi, tu as pu voir dans tes collègues de promo, ou les femmes guides que tu connais, qui ont pu être arrivées là, on a parlé des groupes, mais peut-être en se disant, on va dire Catherine Destivelle ou n'importe, j'ai connaissance d'une femme guide, donc j'ai connaissance que c'est possible, ou au contraire, c'est pas quelque chose qui est forcément verbalisé et identifié ? Je sais que c'est purement au ressenti, au nez, mais... Je pense que c'est pas forcément verbalisé, voire que c'est une fierté pour certaines femmes guides de dire qu'elles n'avaient pas forcément besoin de ça. D'accord. Ok. Mais je pense qu'on n'est pas toujours conscient ni de ces barrières, ni de ces privilèges. Du coup, beaucoup de femmes qui ne sont pas conscientes des barrières qu'elles ont pu avoir de se mettre, et d'hommes qui ne sont pas conscients qu'ils ont une part de privilège. Comme l'étude des collégiens et des lycéens, elle montre assez bien ça, je crois, ouais. Il n'y a pas d'études à l'heure d'aujourd'hui qui montrent l'impact réellement de ce qu'on appelle le rôle modèle. On n'a pas de travaux là-dessus. Donc on peut effectivement y mettre beaucoup d'hypothèses, mais qu'il faudrait vérifier. En tout cas, on peut quand même imaginer qu'effectivement, pendant longtemps, les femmes ont été invisibilisées dans de nombreuses pratiques sportives. Fabienne parlait du ski. Elles ont bien sûr pratiqué du ski dès la fin du 19e, début 20e siècle. Enfin, début du 20e siècle, quand les pratiques de ski émergent, les premières compétitions, les femmes sont là.
Par contre, elles sont totalement invisibilisées et encore aujourd'hui, alors que quantitativement, leur progression est faite. Donc j'ai envie de dire, il y a une telle chape de plomb qui pèse autour de la pratique des femmes que, oui, le fait d'en voir, de les donner à voir, de parler d'elles, de nommer ce qu'elles font, leurs performances, mais aussi les difficultés qu'elles rencontrent, ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique, à mon sens. Mais, encore une fois, il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus. Moi, je voudrais aussi réagir, si tu me permets, Tania, par rapport à la présentation de Fabienne, qui a bien montré, en fait, ces étapes, ces portes, pour garder le fil un petit peu de notre présentation, ces portes qui se sont ouvertes, mais qui a bien montré comment, même quand les portes s'ouvrent, finalement, on continue à avoir un chiffre qui est quand même très faible, alors que depuis 20 ans, globalement, 20-30 ans, il ne devrait plus y avoir de problème en termes de portes ouvertes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les disciplines sportives, et pas que dans le ski, on a travaillé au laboratoire sur l'aviron, on travaille sur la boxe, les femmes entraîneurs, en gros, c'est entre 15 et 20% en fonction des disciplines. Ça monte un peu à 23%. Vous voyez, 23% au ski, c'est peut-être pas si mal que ça par rapport à d'autres disciplines. Je pense à l'aviron, qui n'est pas une activité fortement investie par les hommes. On est à 15% de femmes entraîneurs. Qu'est-ce qui fait qu'on stagne ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir plus de femmes qui s'engagent dans les métiers ? Alors, la question des figures modèles, c'est une bonne question. Mais je ne crois pas que ce soit la seule. Ce qui pose problème, c'est la culture des organisations sportives. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'il ne suffit pas de rentrer. Il suffit de pouvoir aussi se sentir bien dans l'espace dans lequel on est rentré. Or, et là je regarde Anne-Marie. Oui, moi aussi. Anne-Marie. Elle est partie. Anne-Marie qui a fait son mémoire de M2, donc de recherche, autour des femmes au sein de l'ENSA. Alors, je ne vais pas parler de ses travaux, il faudrait que ce soit elle qui en parle si elle veut. Mais c'est pas facile, de faire face à ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, ce qu'on appelle le procès en incompétence systématique, le fait de devoir constamment... si, t'es au refuge avec un groupe de femmes, mais t'es pas là pour le spectacle, T'es pas là en train d'accompagner un homme guide, t'es vraiment toi guide. Ces procès-là qui visent à remettre en cause constamment, quasiment, la compétence des femmes, ils sont très lourds à porter, il y a beaucoup de femmes. Et donc, sur les études, on voit aussi que ces femmes qui sont devenues entraîneurs, quand elles le sont, les 15%, elles ne restent pas dans la carrière. Entre 5 à 10 ans, et après, elles se barrent. Il y a un vrai problème de culture de l'organisation. Et il faut s'attaquer à ça, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder qu'est-ce que ça veut dire être une femme. J'ai parlé du procès d'incompétence, j'ai parlé des figures modèles, j'ai parlé du sexisme. On pourrait aussi parler du procès de virilité constamment. C'est-à-dire que soit une femme, elle est féminine, et on va dire, t'es féminine, t'as pas vraiment ta place dans le monde de l'alpinisme ou dans le monde sportif, qui doit être un monde de costaud. Soit elle n'est pas assez féminine, et dans ce cas-là, c'est une hommage, c'est un garçon manqué, et je vous passe les pires et les meilleurs. Enfin, surtout les pires. Donc voilà, culture de l'organisation. Je voudrais en profiter, vu qu'on a un public et qu'on va toucher doucement à la fin. Excusez-moi pour ma transition. Est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions justement à poser parce qu'il y a pas mal de sujets qui ont été soulevés, de choses qui sont encore à creuser, on l'a vu. Est-ce que ça vous a évoqué des choses ? Est-ce que vous avez des interrogations ? Profitez-en, on a des expertes autour de la table. Allez-y. Peut-être pour Maud, parce que vous avez parlé d'accidentologie. Et là, je pensais à la prise de risque. Et est-ce qu'il n'y a pas cette idée pour l'alpiniste, c'est moi qui formule ça comme ça, mais pour l'homme, la mort est glorieuse, et pour la femme, la vie est précieuse. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu ce côté-là qui stopperait les femmes ? Qui stopperait les femmes à pratiquer. À pratiquer et à prendre des risques qui sont quand même inhérents à la pratique. À la pratique de l'alpinisme. Ouais. Ça m'étonnait de ne pas avoir eu la question. Non, c'est bien. Bon, alors, il y a plusieurs questions en une. On pourrait dire tout dépend de la définition de l'activité d'alpinisme. Est-ce que dans la définition même, on glorifie la mort ou pas ? Mais bon, ça, c'est une question de culture d'activité qui peut éventuellement évoluer. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a encore, que c'est encore très prégnant dans l'activité d'alpinisme, une vision de héros, de valoriser l'engagement et la prise de risque, même si c'est beaucoup débattu, discuté et que ça pourrait changer.
C'est difficile d'affirmer est-ce que les femmes prennent moins de risques une fois qu'elles sont pratiquantes. Donc là, moi, je vais parler des résultats que j'ai eus. C'est difficile de dire les femmes ont moins d'accidents ou prennent moins de risques. Ça, on ne peut pas l'affirmer par rapport aux chiffres. Par contre, quand on étudie le rapport au risque des pratiquants, moi, j'ai trouvé 3 grands types de rapports au risque, avec un qui valorise plus et qui accepte plus de risques et qui valorise l'engagement, la difficulté. Un qui doute, qui a peur, qui doute beaucoup de ses capacités et qui est en gros averse au risque, qui est dans le frein. Et un qui est qui accepte le risque, mais qui est beaucoup dans la gestion et dans le contrôle de ses risques. Et du coup, les hommes adhèrent significativement plus au premier type de rapport au risque qui valorise et accepte plus de risques et qui valorise l'engagement. Les femmes, ça correspond aux pratiquants experts et plus forts. Les femmes adhèrent beaucoup plus au deuxième type de rapport au risque. Et je souligne au passage qu'il là-dedans, il y a aussi doute sur ses capacités à être suffisamment fort et à prendre les bonnes décisions. Mais ça va aussi avec les débutants. Et le troisième rapport au risque, le genre n'intervient pas. Voilà, donc on retrouve quand même ça. Par contre, il n'y a pas un lien direct avec les accidents ou une plus grande prise de risque. C'est plutôt une plus forte appétence pour l'acceptation du risque et l'engagement de la part des hommes, ouais. Voilà. Par rapport à ça, le prolongement, c'est finalement à quoi on attribue cette répartition dans les engagements de risque. Est-ce que c'est lié à la nature des individus ? Est-ce que c'est un lien à la maternité ? C'est le fait de pouvoir enfanter qui amène les femmes à être plutôt dans la deuxième catégorie de risque que tu as décrit, ou est-ce qu'on a aussi une socialisation au risque ? Est-ce qu'on est dans une société où on invite les garçons à prendre des risques dès le plus jeune âge, et dans une société où on invite les filles plutôt à dire « Oula, attention, là, non, là, tu vas pas plus loin hein, parce que ça pourrait être dangereux ». Je ne vais pas vous donner la réponse, il faut que chacun se la fasse, mais je crois que vous avez compris au regard de mes approches et de ma posture d'historienne que moi j'ai bien mesuré à travers tous les travaux que j'ai faits le poids de la socialisation et qui a limité les activités des femmes. Ça, j'en suis sûre. La nature, je ne sais pas, mais la culture, je suis sûre. Et d'ailleurs, cette peut-être appétence ou cette adhésion plus forte à accepter les risques de la part des hommes, pour moi, ça pourrait rejoindre, alors là je fais une interprétation qui est un peu étirée, mais ça pourrait rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que dans les groupes mixtes, si la mixité elle n'est pas construite et accompagnée, les hommes bien souvent ils vont prendre le lead, ils vont essayer. Oui. Ils prennent le risque d'essayer, ils prennent plus facilement le risque de se tromper de manière générale que les femmes. Moi dans mon étude c'était par rapport au risque en alpinisme et au risque de l'accident. Mais en fait, si on étend le mot risque à la prise de risque de j'essaye, je tente et si je me plante, c'est pas grave, et jugement des autres, etc., ça correspond, quoi. Après, il y a aussi souvent eu le retour dans les sports qui sont déjà non mixtes ou peu mixtes, de se dire quand on est une femme dans un groupe, est-ce qu'on n'est pas plus regardé et que l'échec est un peu plus mis en avant que quand on est, si on a un groupe de 10 avec 2 femmes et 8 hommes, les femmes elles vont être plus regardées parce qu'elles sont en minorité. Est-ce que ça c'est quelque chose qui était vu aussi dans la composition des groupes ou c'est quelque chose qu'on peut retrouver ? En alpinisme, quand il y a 2 femmes et 8 hommes, elles vont souvent se mettre en seconde de cordée, quoi, tout simplement. Ouais, quand même, bien souvent. Est-ce que dans le public, il y aurait d'autres questions ? N'hésitez pas. Hein. Moi, c'était plus pour continuer la discussion sur les aventures non mixtes, les groupes non mixtes, parce que c'est vrai qu'on imagine des réactions d'hommes qui questionnent ces choix de faire des sorties non mixtes. En fait, moi, aujourd'hui, je ne sais pas répondre à ces hommes qui font ces remarques-là. Peut-être parce que voilà, c'est pas encore mature, j'arrive pas à trouver ces réponses-là. Qu'est-ce que toi tu réponds, Maud, quand on te pose ces questions-là ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ?
en quoi c'est un impact hyper important pour nous les femmes, à part le dire comme ça et qui peut apporter des frictions dans des débats. Comment est-ce qu'on fait avancer le débat et comment est-ce qu'on n'exclut pas les hommes quand on fait ça? Comment est-ce qu'on a un peu aussi cet aspect un peu pédagogique, malheureusement, à avoir ces démarches-là? Je t'avoue que j'ai pas toujours la réponse. Et peut-être que mes collègues, elles auront des éléments de réponse qui me serviront aussi. Mais en fait, des fois, c'est lourd de devoir expliquer en plus, quoi. Il faut le faire, c'est sûr, mais en fait, c'est double charge de boulot, quoi, quand même. Non, mais on met déjà les stages en place et en plus, il faut expliquer pourquoi et surtout bien expliquer pour pas trop froisser. Parce que... c'est ça, ouais. C'est comment on prend des pincettes encore en voulant se justifier de faire ça. Et alors, quelque part, je suis obligée parce que si je le fais pas, j'ai plus de copains quand même. Non, mais... Ah aussi, voilà. Et il y a beaucoup Enfin, j'ai plus de collègues avec qui je vais être amie, quoi. Parce que... Voilà. Des fois, la meilleure réponse, c'était aussi de montrer à quel point les stages étaient pleins. Moi, il y a des fois, quand j'avais pas envie d'expliquer, je leur disais, je sais pas, mais en fait, tous nos stages sont pleins. Et à l'heure où on ouvre les places, ils sont pleins. Voilà, bon, c'est une manière flemmarde d'expliquer. Non, c'est de prendre le mieux, c'est de prendre le temps et de montrer à quel point les filles, sans ça, elles osent pas. Le mieux encore, c'est quand des copains guides, ils sont allés encadrer des stages de filles et ils se sont rendus compte que, voilà, pas évident. C'est une illustration parfaite des rapports sociaux, quoi, de sexe. C'est-à-dire que pendant des décennies, des millénaires, les hommes ont pratiqué un entre-soi dans plein de métiers, dans plein de pratiques sportives. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous faire une histoire des Jeux Olympiques, mais les femmes ont dû se battre pendant 150 ans pour trouver petit à petit leur place aux Jeux Olympiques. Et c'est les prochains Jeux 2024 qui, pour la première fois de l'histoire, depuis 150 ans, vont être paritaires. Et ça s'est pas fait comme ça. Elles se sont battues. Donc, on n'a jamais demandé aux hommes d'expliquer pourquoi ils étaient dans un entre-soi d'hommes. Et là, on arrive à une période, à un moment de notre civilisation où les femmes commencent à... Et vous avez vu dans quelle proportion, je veux dire, le truc ridicule de ridicule, quoi, statistiquement parlant. Et en plus, il faut qu'elles s'excusent ou qu'elles s'expliquent. Non. Non, il y a un vrai problème d'inégalité. Il faut savoir les voir en face. Et aujourd'hui, une des solutions, ça ne veut pas dire qu'elle est ad vitam aeternam, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement satisfaisante. Mais pour avoir travaillé sur des entretiens avec des adhérentes de Lead the Climb, donc on a fait il y a 2 ans avec Bénédicte Vignal un petit travail d'enquête auprès des adhérentes de Lead the Climb, en fait, elles sont dans une stratégie... En venant à Lead the Climb, elles étaient dans une stratégie d'évitement des logiques de domination qu'elles avaient dans leur club d'origine. C'est-à-dire que la mixité, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans les clubs, n'est pas satisfaisante pour elles. Donc elles aimeraient bien pratiquer avec des hommes. Mais aujourd'hui, elles ne trouvent pas d'autre solution que de passer par cette étape de l'entre-soi pour reprendre confiance en elles, pour ne pas se sentir jugées, pour pouvoir monter en compétence sur des rôles de premier de cordée. Voilà. Et il ne faut pas qu'elles s'excusent. Là, c'est mon point de vue. En fait, ce qui marche quand même, quand je suis un peu plus motivée à expliquer... Là, tu vas l'être maintenant. Non, quand je suis un peu plus motivée à apprendre, à être pédagogique, c'est de rappeler que c'est pas contre les hommes. Et souvent, c'est perçu comme ça par beaucoup de collègues. Et c'est vrai que je crois qu'ils ont besoin d'entendre que c'est pas contre eux et que c'est pas dans le but de toujours pratiquer en non-mixité et qu'on va décider de faire de l'alpique entre nous. Mais de dire que la plupart du temps, on espère que ce soit une étape, que pour l'instant, on n'a pas de meilleure solution et qu'on espère que ce soit une étape pour être mieux en mixité. À partir du moment où on rappelle que c'est pas contre eux, ça va mieux. Mais en fait, ça peut être contre certains. Oui, mais non. Non, mais voilà, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas contre certains hommes qui sont déjà attentifs, vigilants à la mixité, aux questions d'égalité, etc. Par contre, c'est contre ceux qui pratiquent un sexisme et une misogynie permanente. Donc, c'est contre, en fait, les logiques de domination. Et bien sûr, tous les hommes ne sont pas des dominants, mais la classe des hommes, de façon générale, c'est une classe qui, aujourd'hui, domine celle des femmes. Donc, il faut positionner les choses en termes de rapports sociaux de sexe et de logique de classe, pas en termes de logique d'individu. Et parfois, ceux qui réagissent le plus, qui se sentent le plus agressés, c'est peut-être aussi ceux qui se sentent le plus mal dans leur comportement.
Et comme ces jeunes hommes tout à l'heure, vous avez vu dans les classes là, qui finalement posture, généralement c'est pas les plus timides du groupe, c'est les leaders, c'est ceux qui ont une posture de privilège, de leadership dans le groupe. Et donc il faut qu'ils assument leur virilité. Et comment mieux assumer sa virilité qu'en cassant l'opposé, c'est-à-dire le féminin. Donc voilà, il faut être lucide sur ces stratégies aussi anti-féministes ou anti-émancipation. Après, j'avais eu des entretiens avec des skieuses de ski de fond, et c'est vrai qu'elles souffraient beaucoup de la comparaison permanente aux garçons. Et que la référence, c'est toujours le garçon par rapport au nombre de tours, à la vitesse au kilomètre. Et voilà, elles avaient exprimé cette espèce de souffrance, de toujours avoir l'impression d'être nulles, quoi, finalement. Les talons, voilà, les talons, c'était toujours la valeur étalon, c'était toujours le garçon. Et du coup, ça peut être aussi de dire, effectivement, elles ont besoin d'être sécurisées dans leur espace de... Si on est sur la performance. Voilà, il y a aussi ce regard qu'il faut avoir. Et puis après, pour avoir travaillé avec des groupes constitués de femmes, dans des activités qui ne sont pas forcément des activités sportives, je dirais qu'il faut faire un moment attention de ne pas reproduire des modèles. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on rend compte, c'est qu'au début, il y a une espèce de prise d'air. Ces femmes se retrouvent entre elles, elles ont des interactions qui leur permettent de se retrouver. Et après, on voit qu'arrive à nouveau un rapport de domination qui va s'installer, même dans un groupe de femmes, quoi. Et ça, c'est l'étape d'après, quoi. On va dire, et c'est là où, à mon avis, c'est pour ça que l'alternance, c'est quelque chose de certainement beaucoup plus riche et formateur à terme. Que de rester effectivement de façon pérenne et durable. Parce qu'il y a les équipes de sport co qui sont des équipes non mixtes, et on voit effectivement que dans ces équipes-là, les femmes sont entre elles, etc. Et qu'il y a à nouveau des enjeux de pouvoir qui se réinstallent à l'échelle d'un groupe de femmes, quoi. Voilà, on ne parle pas de la même chose. Non, mais quelque part... Oui, non, mais d'accord, mais... il y a des choses qui sont structurelles et qui sont quasiment universelles, qui traversent le monde entier, toutes les civilisations. Voilà. Et puis il y a des choses, effectivement, au sein des groupes, bien sûr, il y a des rapports, mais tout comme il y a des rapports de domination entre les classes sociales, il n'y a pas que la question des sexes. Donc, mais ça ne dénie rien des autres logiques de domination. Ce que je veux dire, c'est que la sororité, elle n'est pas forcément elle est pas une forcément permanence. magique, ouais. Voilà, c'est là où il faut aussi pas tomber dans l'effet inverse et attendre de la sororité un effet salvateur de ces femmes qui vont se retrouver entre elles, quoi. Il peut avoir un effet de sororité, mais effectivement, il va falloir quand même... voilà. Tout comme la mixité, elle doit être, comme tu disais tout à l'heure, accompagnée, pensée et construite, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que vous auriez encore une question ? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous que vous... Vas-y. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé d'universalité. Et comme ce soir, on a quand même beaucoup parlé du cas français, est-ce qu'il existe soit une étude comparée avec d'autres pays ou des moyennes peut-être à l'échelle de l'Union européenne, ou est-ce qu'il existe, à votre connaissance, un pays peut-être qui s'en sort mieux sur ces questions ? Sur les questions de la place des femmes dans les pratiques sportives ? Oui. Alors, c'est toujours compliqué en fait à dire ça parce que d'abord ça varie énormément en fonction des disciplines sportives au sein même d'un pays. Nous en France, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle les régimes de genre, c'est-à-dire qu'on sait que ces logiques de domination qu'on vient de décrire, globalement, elles fonctionnent, mais il y a toujours des variables. Par exemple, c'est les travaux de Christine Manson et Olivier Wabian qui ont bien montré que dans les pratiques de montagne, entre l'alpinisme et la moyenne randonnée, c'est déjà pas les mêmes logiques de domination. Les classes sociales des individus sont différentes. Bon, voilà. Donc, à l'échelle des pays, ça marche aussi, et du coup, il faudrait comparer avec une même discipline. On a des cultures qui sont plus favorables à l'égalité ou plus hostiles à l'égalité. Et elles sont pas forcément... il faut faire attention là aux stéréotypes de la racialisation de ces logiques-là. Elles sont pas forcément là où on croit. Donc c'est vraiment, je crois, vraiment très difficile d'arriver à faire émerger un pays. Alors on dit, et c'est vrai que sur le plan politique en tout cas, les pays du Nord de l'Europe se distinguent à chaque fois dans la façon dont, d'un point de vue politique, les questions d'égalité sont administrées. Mais il faudrait regarder vraiment d'un peu plus près dans les pratiques et certaines pratiques en particulier. J'ai pas ce recul-là. Ouais.
Par contre, pour compléter, il y a un effet, on va dire, un double impact de la racialisation quand même sur l'accusation. Par exemple, dans les cas de délit de genre, on va dire, des femmes racialisées, black, qui vont être plus accusées, on va dire, de déroger à leurs normes de genre, quoi. Donc ça, c'est une autre question qu'on se pose, mais qui va venir, je veux dire, impacter le système de genre et la norme de genre, quoi, en plus. Voilà. Sur cette ouverture, justement, sur plusieurs pays, je trouve que c'est un bon moyen de clôturer cette table ronde. Est-ce que vous souhaiteriez dire un dernier mot pour la clôture ? Merci. Non, merci à vous. Moi, je vais en dire un. Je ne sais pas si vous avez entendu parler la mini-série sur Arte, Musclé. Toute musclée. Toute musclée, pardon. Toute musclée, qui est un petit bijou parce qu'il résume en peu de minutes et des épisodes très brefs, très dynamiques, la thématique quand même du sport féminin, les freins, et de manière... voilà. 4 petites séries, 4 petits docus de 15 minutes, un format pédagogique extraordinaire, un support pédagogique, s'il y a des enseignants et enseignantes parmi vous, un support pédagogique extraordinaire, avec des athlètes, des universitaires qui abordent 4 petits thèmes. C'est vraiment très très bien fait. Et très facile à comprendre aussi. Tu fais ta promo, quoi. Non, je le trouve vraiment très bien fait, ce docu, les 4. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la tournée scolaire, à la sortie, vous verrez les petites feuilles, comme on voit sur la table là, qui reprennent les grands chiffres en fait, de cette tournée scolaire. Voilà, pas aussi bien expliqué que par Alix dans le PowerPoint, mais ça vous permet d'avoir les chiffres en tête et de voir un peu tout ça. Et on continue la tournée scolaire l'année prochaine, parce qu'on est ressoutenu par le projet Impact 2024. Donc on repart avec l'Université de Lyon 1 dans la tournée scolaire pour continuer justement cette étude et aussi à toucher plus d'établissements scolaires, toujours gratuitement. Donc si vous connaissez des établissements scolaires, des professeurs qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à leur parler, qui contactent le Festival Femmes en Montagne et on s'occupera de les mettre dans la boucle. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à vous.